L'Actuel Ouest, Sun Echo. Entreprise, économie, initiative, chaque jeudi sur Sun. Et aujourd'hui, dans notre Sun Echo, on s'intéresse à la COP26 qui s'est achevée le 12 novembre dernier. La COP rassemble certes une armée de diplomates et de négociateurs des 196 États signataires, mais d'autres acteurs sont également impliqués, notamment des entreprises. L'invité que nous recevons aujourd'hui est la directrice générale de Tuvalu, une société nantaise qui accompagne les entreprises dans leur stratégie climat. Bonjour Marie Gabory. Bonjour. Alors comme je le disais, vous êtes directrice générale de Tuvalu. Les entreprises vous sollicitent pour dresser leur bilan carbone et par la suite vous leur proposez des solutions afin de réduire leur empreinte environnementale. En 2 mots, est-ce que c'est bien ça ? C'est parfait, c'est super pitch. Alors vous êtes rendu il y a 2 semaines à Glasgow à l'occasion de la COP26. Donc première question, dans quelle démarche s'inscrit votre venue à la COP26 ? Autrement dit, quel est l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre et pour vous d'être présent dans cette énorme machine qu'est la COP ? Mais en fait, si on ne fait que lire les gros titres pour se renseigner sur la COP, on passe à côté. Et malheureusement, même si les médias se sont énormément améliorés, il y a vraiment une énorme valeur ajoutée à être sur place, à rencontrer les gens. Et puis, tout le monde y est. Donc, en fait, on fait plein de meetings à côté des négociations. Et ça permet de voir énormément de gens. Et puis, d'avoir les infos de première main. En fait, on rencontre des négociateurs qui nous disent sur quoi ils travaillent, quels sont les sujets sur lesquels ils ont de bons espoirs d'aboutir ou pas. Donc, vraiment... on s'imprègne, voilà. D'accord, donc vous y êtes allé dans une optique d'observatrice donc pour recueillir des innovations, pour voir ce qui se faisait, ou vous y êtes également allé en tant qu'actrice Ah non, pour une fois, j'étais contente, j'avais pas d'intervention, parce que sur le climat, voilà, on me demande régulièrement d'intervenir sur plein de sujets. Mais par contre, il y a les Bicorp, enfin nous on est Bicorp et dans la communauté Bicorp, et en UK, elles sont très très actives, donc je rejoignais pas mal d'actions, de communautés, et puis il y a quand même la Green Zone qui est ouverte à tous, qu'on peut visiter et qu'on peut... voilà, il y a pas mal de conférences. Donc on le rappelle, les B Corp, c'est une certification pour les entreprises donc, qui se sont inscrites dans une transition écologique et qui... donc c'est reconnu, c'est délivré par qui ? Exactement, c'est un label, mais c'est surtout au final une communauté, ça veut dire Benefit Corporation. C'est un label qui a été créé aux États-Unis, qui correspondrait un peu à l'entreprise à mission, mais là vraiment c'est entreprises qui ont un impact positif sur leur économie. Donc voilà, il y avait aussi beaucoup de rassemblements en parallèle de ces négociations officielles, et notamment cela. Donc vous l'évoquez à un moment, c'est vrai que si on ouvre les journaux, si on ouvre la presse pendant la COP, on a l'impression d'une gigantesque réunion de dirigeants, de diplomates avec beaucoup d'effets d'annonce. Et pourtant, il y a de nombreuses entreprises comme la vôtre qui s'y rendent. Quelle est véritablement la place donnée aux entreprises, à ces acteurs qui vont à la COP ? Alors, ça fait débat. Et puis là, il y avait une telle attention sur la COP, ça a quand même beaucoup changé. Hein. C'est un sujet qui est maintenant au cœur de l'actualité. C'était pas le cas avant. La COP de Paris avait l'attention, mais pas à ce point-là. Malheureusement, il y a des entreprises qui font les gros titres, comme la venue de Jeff Bezos. Donc, et beaucoup de questionnements sur un certain greenwashing. Amazon, c'est quand même le plus gros pollueur du monde. Et ça a irrité pas mal de gens qui soient aux premières loges. Et puis, alors, l'intérêt là, et le grand message de la COP pour les entreprises, c'est la notion de net zéro. Et le net zéro, donc ça veut dire arriver à un équilibre entre les émissions qu'on émet sur Terre, liées principalement à l'activité humaine, et celles qu'on peut capter, notamment par l'océan, les arbres et autres. Donc c'est ça le fameux net zéro, qui a un objectif officiel, 2050, mais qui devient aussi une méthode pour les entreprises. Et donc ce net zéro se déploie pour les entreprises comme une méthodologie. Et à l'intérieur de la Blue Zone, il y a plein de travaux méthodologiques pour faire avancer ça. Ou alors, même l'ADEME en France qui a présenté aussi une méthode qui s'appelle Assessing Low Carbon Transition Act. Donc, c'est des méthodes nationales, internationales, mais aussi déclinées pour le secteur économique, parce que ça va ensemble. D'accord, donc vous avez vraiment ressenti que l'impact des entreprises était pris en compte, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de pays pollueurs, comme la Chine par exemple, gros consommateurs de charbon, mais les entreprises, c'est vrai qu'on en entend moins parler, donc c'était vraiment pris en compte. Mais oui, puis surtout, il y a un delta, enfin, il y a des... Là, c'était pas très waouh, et alors tout le monde dit ça n'a pas marché la COP, mais pour moi, c'est une aberration. C'est comme si on disait oui, mais ça sert à rien de réunir 15 jours tous les experts du monde entier sur le climat. Ça sert à rien. Mais non, ça sert pas à rien. Par contre, c'est
un peu délicat. Là, on est dans le dur. C'est comment on compte. Et il y a un méthodologie gap entre les États et les entreprises. Et notamment, la Chine, oui, la Chine pollue, mais la Chine dit, oui, mais c'est vos importations. C'est vous, entreprises, qui importez, qui m'achetez des choses, voire qui faites fabriquer chez moi. Donc, il y a bien... donc, j'ai pu échanger avec des gens de l'UNEP, donc la branche environnementale de l'ONU, qui creusent en disant, on a effectivement une méthodologie étatique, avec les NDC, les engagements des États, mais c'est un énorme décalage avec les entreprises, parce que là, les importations et les achats comptent beaucoup. Donc, il y a bien... Et comment, surtout la question, comment on passe d'un objectif d'un État à un objectif sectoriel pour l'appliquer pour les entreprises et les filières. D'accord. Alors, question plus formelle, comment est-ce qu'on se fait inviter quand on est justement une entreprise nantaise, quand on n'est pas un mastodonte comme Amazon? Quelle est la démarche pour se faire inviter à la COP26? On s'inscrit en ligne, c'est finalement... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors après, c'est vrai que la prochaine fois, j'aimerais bien aller à la Blue Zone, parce qu'il y a quelques experts qui sont accueillis dans cette fameuse Blue Zone qui est l'espace des négociations. Il y avait notamment aussi plein de Nantais qui font la fresque du climat, qui était aussi présent. C'est un outil de sensibilisation au climat. D'accord. Donc souvent, c'est des organisations et il y a quand même, c'est très grand, donc il y a quand même du monde. À Paris, c'était plus facile parce que c'est la France, mais voilà, non, c'est assez ouvert à tous. D'ailleurs, il y avait aussi énormément de militants à Glasgow et beaucoup donc, de divers acteurs qui se sont invités sur ces villes et qui font acte de présence et qui attendaient aussi devant les lieux de négociation pour interpeller les gens. Oui, justement, on parlait de militants, on pense à la militante la plus connue, Greta Thunberg. Elle s'est rendue à Glasgow, mais elle est en parallèle. Elle n'a pas voulu aller à la COP. Qu'est-ce que vous pensez de justement de cette démarche Est-ce qu'on peut avoir autre chose à côté de la COP, de moins officiel, de moins Mais de moins gros? il y a vraiment plein de choses à côté de la COP. C'est tout l'intérêt de s'y rendre. Il y a des bureaux de militants avec des side events depuis l'écoféminisme, sur la culture, sur comment la scène culturelle peut aussi sensibiliser. Il y a vraiment des actions de résistance, des sittings, des gens qui s'allongent, des gens qui méditent devant la COP. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Puis il y a eu le samedi, il y a eu des jours de forte affluence. Donc en fait, elle veut pas aller à l'intérieur parce qu'elle l'a déjà fait, mais déjà c'est bien qu'elle y soit allée à nouveau. Voilà, c'est des influences. En fait, c'est maintenant, c'est finalement jusqu'où on continue de maintenir une saine pression pour que ce soit, ça a été le cas, hein, pour que ce soit pas trop facile, même si ça satisfera jamais tout le monde de Bien toute sûr. façon. Vous en parliez un instant, en 2015, donc vous étiez rendu à la COP21 à Paris. 6 ans après, est-ce que justement vous avez constaté des changements? Est-ce que l'urgence, elle est toujours dans toutes les têtes ou alors l'inaction est-elle encore un petit peu de mise? Mais Paris, c'était un peu l'aspect waouh, c'est-à-dire c'est l'engagement. Waouh, on s'est engagé et c'était vraiment une première mondiale qui restera en histoire. Et maintenant, c'est comment on y arrive. C'est pareil pour les entreprises, c'est hyper facile finalement de dire qu'on s'engage sur le moins 50%, comme les dirigeants responsables de l'Ouest ici, ou les big corps qui sont engagés pour net zéro. Mais tous, les entreprises comme les États, maintenant ils sont « Ah ben super, on est engagé, on veut y aller, mais comment on le fait ?» Alors d'abord on mesure. C'est déjà pas si simple. Et puis après, on mesure de façon précise et on mesure comment on réduit parce qu'il y a en fait, voilà, il y a vraiment plein de questions qui se posent. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. En fait, la Banque mondiale ou l'OMC ne sont pas faits en 6 ans, à mon avis. Et là, on est en train de créer un organisme mondial du climat. Je ne sais pas quelle tête il aura et comment ça sera géré. Mais c'est vraiment, on est dans le dur et ça a bien progressé parce que cette histoire des NDC et des pays, la Chine et l'Inde, on leur jette un peu la pierre, mais finalement, c'est eux qui sont les plus réalistes et qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent parce que la Chine est assez en phase avec ses engagements. C'est un peu le cas de la France, mais on compte pas encore une fois les importations. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de questions. Un facteur également à prendre en compte. Voilà, il y a plein de facteurs et puis aussi la partie financière. Il y a vraiment pas mal de personnes qui m'ont dit on est prêt à mettre un prix sur le climat. Bon, au final, on n'a pas réussi. Et puis dernière chose qui est intéressante à noter, c'était l'accord sur le méthane. En fait, il y a plusieurs gaz à effet de serre dans le méthane qui a une durée de vie dans l'atmosphère un peu plus courte, mais qui a un pouvoir de réchauffement global qui équivaut à 80 par rapport au CO2. Donc,
des axes de réduction très très concrets et opérationnels qu'on peut lier, notamment qui donnent des guidelines pour l'agriculture dans le monde entier. Et là, c'est des avancées en fait. Il y avait tellement d'accords et d'articles qui, à chacun, sont un vrai défi en soi que oui, ça a bien avancé. Merci Marie Gabory, n'est-ce pas qu'on vous reverra à la prochaine COP? Merci. On verra. Si c'est trop loin et que je dois y aller en avion, bah, j'irai pas. Merci beaucoup. Merci. Sun Echo, en podcast et en vidéo sur mysun